Bien, bonjour à vous tous. Bon mercredi après-midi. Bienvenue dans cette série de conférences offertes par 48e Nord International, qui est la toute dernière conférence justement de cette série de 6 conférences, toujours dans le cadre du Congrès canadien des mines. Donc, on offrait justement des conférences sous le thème des meilleures pratiques de l'industrie. Donc, toujours Cindy Valence, directrice générale et commissaire à l'international, qui est avec vous aujourd'hui. Donc, notre organisation, comme vous le savez très bien, on accompagne les entreprises québécoises dans la mise en valeur des solutions destinées à l'industrie minière. Donc, je vous présente la conférence d'aujourd'hui, également notre conférencier. La prochaine conférence va porter sur la présentation complète du cycle du développement minier d'un road heater, ainsi que l'automatisation du cycle de développement dans le cadre de la mise en œuvre du projet de Caribou de Barkerville Gold Mine. Donc, permettez-moi de vous présenter notre conférencier en direct de Montréal, puisque bon, hier, il était en Colombie-Britannique, maintenant il est revenu. Donc, Philippe Maquet a gradué de la Polytechnique Montréal en génie des mines. Philippe s'est joint au programme Performance Osisco de redevance aurifère Osisco, un programme permettant aux jeunes ingénieurs de faire une rotation parmi les différents actifs de l'entreprise, soit Barkerville Gold Mine, Ressources Nottaway, Stornoway et Minière Osisco. Il a notamment participé à la construction du premier portail à Barkerville et au développement de la rampe d'échantillonnage en vrac de la zone Lynx du projet Windfall. Avec son leadership et sa passion pour les activités minières, Philippe est maintenant capitaine des opérations pour Barkerville Gold Mine. Donc, Philippe, merci d'être présent avec nous. Je te laisse la parole. Plaisir, Cindy. Bon, on va présenter le développement, une présentation sur le développement mini continu avec un road header. C'est un projet pilote qui a été développé, qui a été parti par Osisco Development, en fait Osisco, puis ensuite présentement Osisco Development. C'est juste un petit aperçu qui est Osisco Development a été créé à partir du projet Barkerville Gold, qui est détenu à partir de décembre 2020 par redevance aurifère Osisco. Fait que présentement, comment la présentation va suivre, on va faire une introduction au road header, qui est le MT 720 de Sandvik, les objectifs du projet du road header, les essais actuels, les résultats qu'on a obtenus au site, puis aussi la planification future du projet, les étapes qu'on veut poursuivre, puis comme Cindy a mentionné, l'automatisation du système de road header pour le projet Caribou. Fait que vous voyez la bête, c'est un road header MT 720 de Sandvik. Le road header est environ 20 mètres de long par 4,6 mètres de haut. Sa largeur est de 4,6 mètres. La largeur comme vous pouvez voir ici à l'écran, qui est la largeur de la table est vraiment un élément clé de la largeur des galeries. Donc, on ne peut pas développer des galeries qui ont une largeur inférieure à 4,6 mètres, évidemment. Mais aussi, on ne peut pas aussi développer des galeries qui sont plus. On peut garder des galeries plus larges, mais ça va affecter la séquence de coupage parce qu'on va avoir des résidus qui vont se loger entre la table de apron feeder qu'on appelle en bon français et le mur de la galerie. Ça va créer des bouts, ça va affecter la performance de la machine. Donc, à cause de ça, la largeur de la galerie est de 5,3 mètres de large. Donc, il nous laisse un espacement d'un pied entre la table et la galerie. Aussi, on peut aussi voir sur la photo que la machine n'a pas de câble. L'opérateur est sur le côté de la machine. On peut voir en cyan où l'opérateur opère la machine. Voici le processus du road header. Premièrement, on a la tête coupante, la tête rotative qui fragmente la roche, qui coupe la roche. Le produit résultant de la tête est un gravier, un 0,3 avec beaucoup de fils à l'intérieur du matériel. Ensuite, est acheminé à la table de chargement, qu'on appelle le apron feeder, passe à l'intérieur de la machine grâce à un système de convoyeur interne jusqu'au convoyeur externe. Puis le convoyeur externe déverse le matériel dans un camion. Présentement, on utilise 2 camions de 45 tonnes, des 545i de Sandvik. Et au fur et à mesure que la machine avance en découpant la roche, nous avons un opérateur qui est placé sur la plateforme du road header, où il y a un bras de type DHS qui a été développé avec Osisco et CEMAC,
pour supporter les épaulements et le toit de la galerie. Et comment la machine se repère dans l'espace sous terre, c'est grâce à un système qu'on appelle Geodata, qui a été développé avec Senvic et Geodata. Donc, c'est une station totale qui est ancrée au toit de la galerie. Puis, en se repérant grâce à l'aide de prismes, un peu comme pour le développement traditionnel au jumbo, bien, la machine se géoréférence dans la galerie en tirant sur des prismes qui sont installés sur la machine. On a un total de 6 prismes qui sont sur la machine. Donc, l'erreur est vraiment minimale l'erreur d'arpendage est vraiment minimale sur la machine, sur le géoréférencement. Donc, vous présentez la différence entre le développement traditionnel et le développement grâce au roadheader. On sauve beaucoup d'étapes comparativement au développement traditionnel minier, qui est vraiment communément appelé le drill and blast, à l'aide d'un jumbo ou d'une foreuse à flèche en français. Donc, la première étape, normalement, dans le développement traditionnel, c'est de forer. Ensuite, entre le forage et le chargement, on a aussi le nettoyage de la place de travail, qui n'est pas inclus dans la rotation. On a le chargement, on a dynamité, on a l'évacuation des gaz, on a la partie halage, même des fois du double halage, parce qu'on doit amener le matériel à une baie de marinage, puis la baie de marinage ensuite à la stérile. On a le support. Et ensuite, on a l'avancement des services, qui est le câble électrique 1000 volts ou 600 volts, avec les services air, eau de mine et return water, qui est le pompage. Cependant, à l'aide du roadheader, il y a pratiquement seulement 2 cycles. On élimine 4 cycles, soit le premier, la coupe, halage et support. Ces 3 activités peuvent être performées au même moment, simultanément. Et lorsqu'on effectue les services, ça inclut aussi la maintenance du roadheader. Ça inclut l'avancement de la ventilation. C'est un système négatif présentement qu'on utilise à Bonanza Ledge, mais aussi pour le projet Caribou. Puis, les services électriques, soit l'avancement du câble 1000 volts qui alimente la machine, le roadheader. Une des composantes les plus importantes du roadheader, c'est le choix de la tête, la tête qui découpe le matériel. Présentement, on a la tête qui est en jaune, soit la R400. Le 400, c'est la grosseur de la tête. Et le TC60 indique le nombre de pics par côté de tête, que la tête est séparée en 2 parties. Fait que présentement, avec cette machine, on a un terrain où le UCS de la roche est entre 100 et 30 MPa. Et en moyenne, son UCS moyen je vous dirais, entre 60 et 70 MPa. Puis on appelle ça le cutting net average. On parle de 40 mètres cubes de roche par heure pour une avance de 0,6 mètres par passe. Ça implique que le roadheader fait une passe qui bouge au fur et à mesure. Je vais vous montrer dans une vidéo. Puis il coupe 0,6 mètres par passe en avançant à 40 mètres cubes par heure. Les objectifs du projet, c'était un projet à la base. On faisait des tests à savoir si la machine était idéale pour faire le développement des galeries de production et de services pour le projet Caribou. C'était une discussion de vous présenter le projet. C'était de mener des tests sur le site pour déterminer et optimiser les paramètres opérationnels suivants. Bien, le taux d'avancement, pour savoir combien on peut avancer par quart de travail comparativement au drill and blast. Ensuite, le temps des arrêts non planifiés, qu'est-ce qui est des bris des bris hors planifiés. Ensuite, le temps de maintenance, ça va vraiment la pré-maintenance, la maintenance journalière qui est 1 heure, la vérification des pics, la vérification des conduites hydrauliques. Ensuite, la maintenance préventive 50 heures qui dure 4 heures, où on peut aussi avancer les services durant cette étape. Et aussi la pré-maintenance 250 heures qui dure 2 heures, la vérification hydraulique et aussi de la tête de la machine. Aussi, on voulait déterminer la consommation de couteaux. C'est bien, les couteaux sont les pics sur la tête de découpage. Les couteaux doivent être changés de façon journalière,
tout dépendant de la dureté de la roche. Il y a des jours où on ne change aucun couteau, mais des jours où on peut changer 40 couteaux en une journée. Aussi, le temps de changement des couteaux, ça change pas de façon magique. Hein. Ça prend un certain temps, ça prend de 1 heure à 2 heures pour changer une tête complète. Puis enfin, l'objectif principal, c'est de déterminer le coût par mètre d'avance. Puis suite au coût par mètre d'avance, c'est de démontrer la capacité du rodeder à atteindre des résultats qui sont au-delà des objectifs du PAA, qui a été développé, qui a été fait en 2019. Présentement, le PAA indique que le rodeder pourrait faire 3,3 mètres par quart de travail. L'objectif, c'est de dépasser cette marque de 3,3 mètres par quart. Aussi, l'autre objectif, c'était l'automatisation complète. Et de commencer à travailler sur l'automatisation complète du rodeder, soit le découpage de la phase de travail de façon automatique, le boulonnage automatique et le système de tramage à l'âge automatique. On travaille présentement avec Sandvik, CEMAC et Nemesis pour atteindre nos résultats, nos objectifs, excusez-moi. Bon, les essais actuels, qu'est-ce qu'on a? On a fait des tests à la mine Bonanza Ledge. C'est un des projets qui est en production maintenant, qui est maintenant en production, qui va faire le pont au projet Caribou, qui va, si tout va bien, décoller en 2022. Puis aussi faire le pont au échantillonnage en vrac qui va démarrer cet été, mi-juillet 2021. Donc, présentement, on a fait les tests. C'est une zone qui va être dépendante de notre secteur de minage actuel à Bonanza Ledge. Le profil des excavations de la galerie, c'est de 5,8 mètres de haut par 5,3 mètres de large. Avoir la largeur minimale pour la table afin de ne pas avoir de résidus qui dépassent la table. Puis on va faire les tests sur une longueur totale de 150 mètres. Puis, ça, c'est l'excavation, l'arche présentée dans le système Geodata qu'on implante à la machine, qui découpe parfaitement cette dimension-là. Je vais vous montrer un exemple. Ça, c'est le développement qu'on a préparé. Il y avait une ancienne RIMA qui avait été développée en 2018 grâce au Drill and Blast. Vous pouvez voir l'overbreak, le brillard profil causé par le Drill and Blast. Puis aussi, la qualité de la roche dans ce secteur-là était de qualité moyenne. On avait beaucoup d'écaillage dû à la boulonneuse, fait que ça montait la hauteur du toit. Puis ensuite, à partir de la ligne du milieu, au début de l'utilisation du rodeder, on voit qu'on est directement sur ce qui est planifié. Fait qu'il y a 0% de surexcavation, aucun brillard profil, tout est sur, comme on pourrait dire, tout est on the line. Pour le développement, c'est magnifique à voir. Okay. Donc, ça ici, c'est la galerie test pour le rodeder. Il y a 4 scénarios qu'on voulait évaluer. On voulait premièrement évaluer le scénario en ligne droite à plus de 2% pour ne pas avoir de problème de gestion des eaux, pour ne pas se rajouter un élément qui pourrait affecter notre développement puis prouver le développement grâce à un rodeder. On a dû aussi passer à travers une zone qui s'appelle un Mudstone Fault, excusez-moi le terme anglais. C'est un terrain qui est extrêmement altéré, qui est très graphitique et il porte bien son nom. Okay? Mudstone, c'est vraiment une zone qui est vraiment poreuse, qui contient beaucoup d'argile. C'est une zone qu'on voulait passer. Puis simplement pour vous dire que si on avait fait du développement traditionnel, probablement on aurait perdu la galerie. Mais grâce au rodeder, on a réussi à contrôler notre escalation, la supporter à temps, puis la passer à travers cette zone-là sans problème. Ça a été vraiment un beau succès de notre équipe. Puis aussi de développer notre zone dans 2 différents terrains, soit le siltstone, qui est une roche qui est tendre, qui est environ un MPA de 40 à 50. Puis on a aussi dans le sandstone où le MPA de la roche augmente autour de 60 à 80 MPA.
Ça, c'était le développement, la première partie de notre développement vers une ligne droite à plus 2 %. Ensuite, c'était la deuxième partie, c'était de développer une baie de marinage, un virage à 90 degrés. C'était important pour nous parce que vous le savez peut-être, mais en 2017, on avait effectué des tests avec un roadheader qui était plus petit. Les résultats d'un virage à 90 degrés n'avaient pas été sensationnels. On avait eu beaucoup de difficultés à tourner à 90 degrés comparativement si j'avais développé la zone avec un jumbo. Par contre, on a complété le tour, le dessin n'est pas à jour, mais le développement a été effectué sans problème. On peut voir que ça a été découpé directement sur les lignes planifiées. Fait que ça a vraiment été un succès. C'était une de mes inquiétudes. Puis on a réussi à relever le défi. Excusez-moi. Je voulais pas dire. Pourquoi ça fait ça? Excusez-moi. OK. Ensuite, on va développer la rampe où on est dans la baie de marinage. Et la dernière étape de notre test qu'on fait présentement, puis qu'est-ce que j'ai pu voir avant hier, la rampe inclinée à moins 15 % va aussi bien que la rampe à plus de 2 %. Fait que c'est des bonnes nouvelles. On va vous présenter les étapes, les essais actuels au site. Fait que le taux de type d'excavation, c'était de 3,3 mètres par quart, ce qui est impliqué dans le PA de 2019, de faire un découpage bris-hors profil négligeable. Vous avez pu le voir en détail sur les plans. Vous pouvez voir à gauche sur la diapo le résultat, c'est sensationnel. C'est découpé une précision chirurgicale pour le domaine minier. On n'a aucun dommage. Excusez-moi. On n'a aucun dommage sur la masse rocheuse environnante. Ça accélère aussi le processus de boulonnage. C'est juste du positif. Puis pour le système de ventilation qu'on utilise, c'est un système négatif, 100% négatif. On tire environ 50 000 CFM pour que le camion puisse opérer. Puis à la phase de travail, il n'y a pratiquement aucune poussière. On avait fait un test auparavant en 2017. On avait un système push-pull, positif-négatif. Les résultats étaient ambivalents parce que la section qui poussait de l'air frais, avec la section qui tirait l'air frais, devait vraiment être ajustée au quart de tour. Puis des fois, c'est plus difficile à ajuster sous terre. Donc, en allant 100% négatif, ça nous permet d'avoir aucune poussière à la phase de travail. Je vais vous montrer une petite vidéo. Ça, c'est une vue de la plateforme quand on est sur le roadheader. Puis quand on fait une passe, présentement, c'est en train de faire une passe de 0,6 mètres de creux dans la phase de travail. Fait que vous voyez que ça coupe comme dans du beurre. Puis on a notre contrôle sur notre terrain. Puis on est dans une roche, ici, on le voit qu'on a des lignes de quartz. Les lignes de quartz, c'est pas l'idéal pour le roadheader parce que c'est très abrasif, mais ça nous permet quand même de découper de façon très efficace. On était dans une roche qui était dans 80 pieds dans ce cas-ci. Puis ça, je vous parlais des résidus, okay? C'est les résidus de découpage. Puis quand c'est mélangé avec de l'eau, ça devient une boue, puis ça devient plus difficile à contrôler. Mais comme on a une table qui est de la largeur de la galerie, les résidus tombent probablement à 90 % sur la table, on n'a pas de spill à l'extérieur de la table, de la galerie, qui peuvent affecter la traction du roadheader. Fait que ici, encore, ça c'est le convoyeur. C'est qu'est-ce qui est acheminé au camion. Je suis un peu déçu que ce n'est pas la meilleure vidéo, mais la table n'est pas pleine. Mais c'est quand il démarrait le convoyeur, fait que le matériel est acheminé directement dans la benne du camion. Puis lui, ça va directement à la stérile. Fait que pas besoin d'acheminer ça dans une baie de marinage pour être capable de cycler dans une rampe qui est à simple face. Donc, une autre étape, une autre étape éliminée au cycle de minage traditionnel. Ça, présentement, c'est le bras mécanique, c'est le bras DHS développé par CEMAC. Présentement, ce bras-là fonctionne à l'hydraulique, air hydraulique. On va le rendre 100% hydraulique d'ici 3 mois.
Fait que présentement, le système de support, c'est un système diamant. Fait que, comme vous pouvez voir à gauche, on installe de la Swalex de 2,4 mètres de long. Fait qu'on supporte on supporte le toit en premier avec les épaulements. On laisse une feuille, la dernière feuille pendre sur le bord, on laisse la dernière pendre qui est supportée avec une Swalex, bien sûr. Puis ensuite, quand le rotateur a fait 20 mètres d'avancement, on envoie une boulonneuse qui vient boulonner la dernière feuille, puis aussi les murs de la galerie. Puis ça permet de supporter 20 mètres de terrain, 20 mètres d'avancement en moins d'un quart de travail. Puis c'est assez efficace. On travaille aussi pour automatiser cette machine-là avec Nemesis et CEMAC. Donc, planification du projet. C'est complété la phase de mise en service. Ça a été complété en février. On a commencé vraiment le test le 27 février 2021. Suite à ça, on commence aussi à ajuster, optimiser la séquence d'opération. Il y a eu beaucoup de thought process, excusez-moi l'anglicisme, par rapport à avoir la séquence d'opération la plus optimale. Présentement, je vous dis, on est à 80% de ce qu'on voudrait atteindre, ce qui est déjà bon. Ensuite, grâce à ça, on veut suivre les performances des résultats. On a eu des stagiaires de Nemesis, de CEMAC et même de Cisco pour suivre cette machine-là à la minute près. Suite à ça, on a établi les procédures d'exploitation puis d'opération de la machine, qui est de la boulonneuse et aussi du rotateur, des camions aussi, parce que les camions reculent de façon seule. On ne veut pas qu'ils rentrent dans le convoyeur, ça c'est catastrophique. Puis aussi, présentement, tous nos cerveaux travaillent en ce moment pour un système d'exploitation entièrement autonome, du coupage jusqu'au camion et passant par le boulonnage pour avoir une mine qui est 100% autonome. Donc, comme mentionné, on a dû ajuster les procédures de boulonnage, aussi contrôle de poussière, avoir un système 100% négatif. Normalement, une mine, c'est souvent un système qui est positif, on envoie de l'air à la face, c'est le contraire qu'on fait. Puis le système où on envoyait notre odeur nous permettait d'avoir un système négatif. Aussi, on a dû ajuster nos services dans cette galerie-là, avoir une entrée d'eau qui nous permet d'avoir 10 bars de pression d'eau. La machine ne prenait pas en bas de 10 bars. Aussi, un système de pompage pour les bouts, pour contrôler les bouts, pour aussi pas avoir d'air, pas suivre la machine avec un système d'air comprimé, ça va avoir une pompe qui est électrique qui permet de capturer des eaux qui sont assez boueuses, qu'on parle de 10% en bout à certains moments. Aussi de configurer la boulonneuse, de s'assurer que tous les paramètres, les gardes sont placés au bon endroit. Puis aussi d'avancer le système de localisation, comme parlé précédemment. C'est un système d'appontage qui doit être avancé selon la machine. Puis aussi de comprendre comment il fonctionne, puis d'éviter les courbes, parce que si je fais des courbes avec cette machine-là, ben le système doit être avancé quasiment à chaque jour. Fait que des lignes droites, c'est l'idéal pour cette machine-là. Aussi, on veut identifier les modifications et particularités pour les futurs développements du rotator, tous les systèmes de garde qui sont sur la plateforme, tout ce qui est opération sur la plateforme aussi. À place d'avoir un écran sur la machine, on veut l'écran par-dessus la machine, fait qu'il n'y a personne sur les côtés de la machine. Ça, c'est un des aspects clés que je travaille présentement. Puis le dernier, c'est vraiment valider les performances de coupe, le taux d'avancement selon sur les différents terrains. Présentement, on les a pratiquement tout effectués. Il nous manque un terrain à effectuer, mais c'est un terrain qui est plus ductile que le sandstone, donc ça devrait pas être un problème à ce côté. Au début du projet, Sandvik nous avait préparé une séquence d'opération qui était de couper, transporter, couper 3,25 mètres en même temps que boulonner. On a un peu changé la séquence présentée par Sandvik, où on fait du boulonnage au fur et à mesure aussi que la machine fait son halage de la machine jusqu'à la stérile.
Ça nous permet de gagner du terrain puis de aussi supporter notre terrain d'avance à place qu'attendre au dernier moment pour le supporter. Fait que c'est un avantage sur le cycle de minage. Fait que présentement, c'était les faits qu'on utilisait pour les calculs d'opération. On enregistrait de façon vraiment journalière aux 15 minutes près. En plus, on avait des rapports par semaine. Le plus important, à mon avis, c'était de suivre les pertes de temps non planifiées, comme un bris, comme un fil. Je vous donne un exemple, un fil lousse, okay, ça peut perdre pas mal de temps sur cette machine-là. Puis de comprendre pourquoi le fil est devenu lousse. C'était vraiment des étapes qui étaient cruciales pour améliorer l'optimisation du rotateur. Puis aussi, à la fin, c'est de compiler les performances et les coûts mensuels face à cette machine-là pour vraiment comparer des pommes avec des pommes comparativement au drill and blast et comparativement au rotateur. Donc, présentement, je vais juste présenter rapidement les performances qu'on a obtenues. Fait que, au mois de mars, on a vraiment eu 22 jours actifs où on était concentré à l'avancement du rotateur. On a obtenu 86,3 mètres d'avancement en 22 jours. Le 22 jours, c'était un chiffre par jour. Je vous mentionnais, il n'y avait pas de chiffre de nuit, c'était seulement un chiffre de jour. Donc, par avancement moyen, on a obtenu 3,9 mètres par chiffre, par quart de travail. Donc, on est au-dessus de la moyenne de 3,3 qui était mentionnée dans le PEA de 2019, ce qui est excellent, 0,6 mètres de plus par mètre par chiffre. Puis, juste pour le tableau ne le montre pas, mais on a obtenu des journées, on faisait 6 mètres. On a obtenu 3 journées à 6 mètres consécutifs par chiffre. Donc, si on met sur 2 chiffres, ça équivaut à 12 mètres par jour single phase, excusez-moi de l'anglicisme. Puis ça, c'est quasiment le double des performances d'un jumbo, comparativement au développement traditionnel, qui est excellent. Pourquoi on a un chiffre plus bas que 3,9? C'est dû aux maintenances préventives qui sont exigées. Je crois énormément aux maintenances préventives. Ça nous permet de garder le cap, d'avancer les services à jour, puis d'être performant à chaque jour. Donc, c'était par rapport au test qu'on a effectué en mois de mars, c'était un franc succès. Parce qu'en même temps, il faut comprendre qu'il y a une étape commissioning au mois de mars aussi qu'on a vécu. Puis ça inclut le chiffre indiqué avancement moyen par chiffre inclut aussi le commissioning. Ça a été vraiment un succès phénoménal par rapport à cette machine-là. Fait que par rapport à ce qu'on vient d'apprendre en fin février, mars et avril, on a revu notre plan de vie pour l'arrangement général des services. On ne peut pas installer les façons, par exemple, les tubes de ventilation un peu différemment que le jumbo traditionnel, puisqu'on les installe directement de la plateforme. On a revu aussi notre patron de boulonnage pour l'améliorer et le rendre plus efficace. Les murs sont, comme j'ai mentionné auparavant, les murs sont supportés après que la machine a fait 20 mètres de développement. Aussi, on développe aussi l'opération du rotateur. On a présentement des techniciens d'Autriche qui sont vraiment, c'est leur jouet, ils connaissent ça plus que nous tous. Puis, comment on opère le rotateur du haut vers le bas, pas du bas vers le haut, pour pas dommager le apron feeder, la table de chargement. Ensuite, comment on coupe selon ma géologie, le changement de la géologie. Puis, ça a été vraiment efficace, les nouvelles techniques qui ont été montrées face au rotateur. Donc, aussi, on veut s'adapter le terrain parce que ma coupe de la tête va être différente selon les conditions de terrain. On va essayer de travailler sur un système avec la géologie qui nous permet de se préparer d'avance face aux conditions de terrain. Bon. Donc, la dernière étape présentement, c'est comme je l'ai mentionné auparavant, c'est de travailler vers une mine entièrement autonome. Donc, présentement, le rotateur est, je pourrais dire, semi-autonome. On travaille avec le Cotronic System de Sandvik.
Donc, qu'est-ce qui nous permet le Cotronic System? C'est le rotator peut s'adapter à la dureté du terrain. Donc, si le terrain devient plus dur ou plus mou, la pression donnée par le rotator va changer, ce qui va améliorer ses performances face au couteau sur la tête de la machine. Donc, si le terrain est plus dur, il va donner plus de restrictions dans son boom, dans la tête de la machine, afin de compenser sur l'usure des pics. Et je l'ai vu, j'ai pu assister au Cotronic la première fois au Cotronic System il y a une semaine. Puis ça a doublé aussi la performance, la vitesse de découpage de la machine. C'était vraiment beau à voir. Aujourd'hui, je sais présentement, ils font les tests. Ils font des tests, puis que j'ai pu comprendre aujourd'hui, c'était excellent. Puis l'opérateur a plus vraiment besoin d'opérer la machine, donc moins d'erreurs humaines. C'est tout fait par ce système-là. Ça va, on peut voir qu'il y a 2 ans, l'assistant se fait opérer tout seul grâce à ce système-là. Optimisation du système de RAS, c'est notre deuxième étape. On travaille ce système-là, d'avoir aucun opérateur sur le camion. Philippe, Philippe, la communication. Le stérile développement. Oui. La communication, elle lag un peu. Peut-être si tu fermerais juste ta caméra vidéo. OK, je la ferme. On peut se poursuivre. Ça lag une petite affaire. On peut y aller, voir. Mieux, là? Oui, c'est bon. C'est mieux, Leslie? OK, excusez-moi. Donc, excusez-moi, je pense pas que ça aurait fait. Les joies du COVID. Anyway. Effectivement. Donc, pour revenir au système d'automatisation, c'est où j'ai manqué, Cindy? Ça l'a coupé où? Cotronic, tu en avais parlé, on serait pas mal à de l'automatisation du cycle d'allage. L'automatisation du cycle d'allage, présentement, on a des camions 545i de Sandvik. Donc, on va commencer à développer que le transport du stérile vers la surface se fasse de façon automatique. C'est un travail qui va se faire en 1 mois. Mais on va établir des procédures qui vont permettre ce système. Avec le système de barrière qui a été développé à Borland, par exemple, puis aussi à Éclat. Mais c'est un système qui est dans le moyen-long terme pour effectuer l'automatisation des camions pour le cycle d'horloge au Caribou. Puis la dernière étape, c'est vraiment l'optimisation, une petite faute d'orthographe, l'optimisation de l'installation du support de terrain. Donc, que le support de terrain soit installé de façon automatique. Présentement, CEMAC et Nemesis, en partenariat avec nous, travaillent énormément sur ce système-là. C'est un système qui est à long terme, bien sûr, qui ne va pas être développé d'ici 1 an, mais à première vue, avec qu'est-ce qu'on a pu comprendre du terrain, puis comment que la boulonneuse de DHS de CEMAC fonctionne, on va pouvoir effectuer cette tâche-là de façon automatisée. Ça va être ça. En permettant ça, on va pouvoir vraiment automatiser au maximum le cycle minier grâce à un rotateur. Puis la dernière étape serait d'avancer les services de façon automatisée. Mais avec tout ça, on va rester avec ça pour les prochaines années. Mais à la fin de la journée, on va être capable de développer de façon automatique le découpage des galeries. Ça complète, ça fait une brève intro. Je pourrais en parler plus longtemps. Ça fait une brève intro sur le projet du rotateur à Barkerville. Ça a été un franc succès. Je suis extrêmement fier de mon équipe. Qu'est-ce qu'on a effectué en moins d'1 mois, en moins d'1 an. Il y a 1 an, jour pour jour, pratiquement, je parlais avec Cindy. Je donnais une conférence par rapport qu'on allait développer des galeries au rotateur pour le projet Caribou. Fait qu'on a eu la première étape, on a eu
Fait que, il y a 1 an, jour pour jour, c'était juste des mots, mais là, présentement, on est en train de développer une mine qui est 100%, qui va se faire 100% grâce à un rodeteur. Donc, c'était un franc succès. Puis, très fier de travailler avec une équipe comme qu'on a aussi à Barkerville. Donc, ça fait le tour pour moi. Probablement, ça va répondre à certaines questions. Oui, absolument. Ça fait fort intéressant. Philippe, si tu veux, on pourrait peut-être tenter de rouvrir ta caméra puis fermer la présentation. C'est gentil, merci. Puis effectivement, tu sais, les termes justement de ces conférences-là depuis le début de la semaine, ça a été vraiment au niveau des meilleures pratiques qui se font dans l'industrie, que ce soit à travers les sociétés minières ou à travers les PME, différentes initiatives. Oui. Puis cette conférence-là que tu nous présentes, c'est une initiative justement que vous avez développé un nouveau concept avec des PME de l'industrie. Donc, c'est intéressant de voir la synergie puis votre capacité de vous mettre ensemble pour déployer ces solutions-là qui viennent définitivement répondre à plusieurs enjeux là, au niveau notamment de la productivité, la rentabilité, etc. Donc, félicitations pour ça. Si des gens ont des questions, ce serait le moment dans la section questions-réponses ou encore seulement lever la main, là, on va pouvoir vous donner, le droit de parole, bien entendu. Entre-temps, Philippe, peut-être nous parler un petit peu sur les prochaines étapes de développement du projet Caribou, comment vous alignez ça dans les prochains mois, les prochaines années? Donc, prochainement, fait qu'on on va déplacer le rodeteur présentement qui est à Bonanza Ledge. On va le déplacer au projet Car Portal qu'on appelle pour un block sample, un échantillonnage en vrac d'ici 2 mois. Fait qu'on va faire une rampe de développement pour faire des tests, pour faire du ore sorting pour Caribou. Donc, on va être une rampe d'environ 2,5 km. Elle va débuter en juillet si tout va bien. Je touche du bois. Les travaux d'excavation sont en cours. Tout ce qui est ditch de diversion et contrôle des eaux sont en cours. Donc, d'ici juillet, on devrait commencer la partie sous terre. Le portail devrait être construit. Et à partir de là, ça va être probablement un autre échantillonnage en vrac d'ici 1 an à la partie Island Mountain, puisque le dépôt de Caribou est développé et construit de 4 dépôts, soit Mosquito, Cow Mountain, qui est la partie principale, avec Island Mountain, où il y a la zone de shaft, puis la partie vers les zones, les 4 zones. Donc, on va développer ces portails-là pour faire des échantillonnages en vrac, pour prouver aussi le rodeteur. On l'a déjà prouvé, mais faire le développement avec le rodeteur, mais aussi prouver aussi le système ore sorting, un peu comme développé aussi à Stornoway, avec des rayons X puis un densitomètre. Donc, ça, c'est les prochaines étapes critiques pour Caribou. On continue aussi les activités de forage. On a une dizaine de drills au site. On fait le forage de finition, puis l'idée, c'est de sortir l'étude de faisabilité pour fin 2021. OK, donc il y a encore une bonne année devant vous, là, justement, pour ça. Donc, je vais vous souhaiter tout le succès, justement, pour réaliser vos projets en cours. Je crois, Philippe, qu'il n'y a pas de questions. Je pense que c'était particulièrement clair. Je sais que tu m'avais déjà dit que tu étais pas mal le contact là, au niveau du projet Caribou. Là, si les gens ont des questions, là, peut-être qu'on pourrait, s'il y a lieu, là, qui passe par moi, puis par la suite, je verrai avec toi là, pour pouvoir répondre à ces questions-là s'ils ont besoin d'un peu plus de détails. Pas de problème, je te donne tout le temps votre visite. Oui, on est dû. Quand les mesures COVID vont savoir être atténuées un petit peu, j'attends une visite, on pourra faire une visite, ça va me faire plaisir de vous recevoir. Ça va être bien entendu. On va se monter un petit groupe, là, Philippe, là, un petit, dis-je bien, hein, mais on va prendre le temps d'aller te voir, bien entendu, une fois qu'on va pouvoir se déplacer. Ça va être un grand plaisir. Monsieur Legault, c'est le 24 juin. Après le 24 juin, on va être correct. Oh, voici le 25, on est dans ta cour. C'est bon. C'est super. Philippe, ça a été un plaisir. Merci beaucoup à tous les participants qui ont été présents aujourd'hui. Ça met fin à la série de conférences qu'on a mis de l'avant, le 48e Nord, dans le cadre de l'Institut canadien des mines. J'espère que l'ensemble des conférences vous ont permis d'être inspirés, puis également d'être au fait un peu des pratiques qui se font au cœur de l'industrie, donc justement avec le Road Heater qui se fait à Barkerville Gold.
Donc, pour toute autre activité, je vous invite à contacter, pas contacter, mais à visiter notre site web, bien entendu. Puis, je vous souhaite un excellent fin de congrès. Philippe, ça a été un plaisir toujours. Salut Cindy, merci. À très bientôt. Bye bye. Bye bye tout le monde.